qui est directeur régional de Dalkia. Dalkia, comme vous le savez, est une société filiale 100% d'EDF depuis 2014. Et donc, Monsieur Alguès va nous parler essentiellement de chaleur. Donc, il ne s'agit pas de réchauffer les cœurs ici, il s'agit de parler de chaleur urbaine et industrielle. D'accord ? Et les problématiques ne sont pas forcément les mêmes des deux côtés. Donc, je lui laisse la place, et puis il va bien nous parler de l'usage de l'eau et de la vapeur comme fuite de chauffage dans les agglomérations urbaines de Rhône-Alpes. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que j'ai réussi la photo de tout à l'heure, parce que sinon vous en voudrez ad vitam aeternam à Dalkia, et j'aurai en plus des réprimandes de Pierre-Alain Millet au fond de la salle, que j'ai le plaisir de côtoyer régulièrement. Alors on m'a demandé d'intervenir sur les énergies renouvelables et celles dont on parle peu, parce que c'est vrai que quand on parle d'énergie renouvelable, on pense souvent hydraulique, éolien, photovoltaïque. Et en fait, la chaleur renouvelable, c'est un sujet extrêmement critique, un sujet qui est au cœur du métier de Dalkia. Et donc, je vais vous présenter très très rapidement un panorama de la chaleur en France, et ensuite vous montrer ce qui se passe sur un domaine d'activité cœur de Dalkia, qui est les réseaux de chaleur, et ensuite se questionner sur chaleur de récupération, notamment chaleur industrielle et réseau de chauffage urbain. Excusez-moi ? Ah, j'avais... Donc, je vais commencer par vous présenter très rapidement ma société, pour laquelle je travaille depuis 1996, sachant que je suis également président Dynamics, qui est la filiale hydrogène du groupe EDF, depuis maintenant 2 ans. Je vais passer l'émission, je vais aller directement sur la taille. Donc nous, on est une vieille société, on existe depuis plus de 80 ans. Le premier contrat qui a été signé il y a 83 ans exactement, c'était un contrat de performance énergétique déjà à l'époque pour un hôpital dans le nord de la France qui avait détruit sa chaufferie charbon, qui nous a demandé de la reconstruire et qui au passage nous a dit: est-ce que vous ne pourriez pas l'opérer ? Parce que c'est ça notre métier, nous, c'est d'opérer des systèmes énergétiques qui produisent de la chaleur. Et donc ça a été le premier forme de contrat de performance énergétique où on exploitait pour le compte d'un tiers un système qui approvisionnait en chaleur un équipement. Aujourd'hui, c'est une société qui pèse 5,2 milliards d'euros. On est une vingtaine de milliers de salariés environ. Et un chiffre qui est important pour nous, c'est le nombre de tonnes de CO2 que l'on évite par notre activité. Et vous allez le comprendre tout de suite quand je vais vous présenter notre activité. C'est 4 millions de tonnes de CO2 et c'est un critère qu'on suit parce que notre métier, c'est de réduire les émissions de CO2 d'une façon ou d'une autre autour de ces fonctions chaleur. Donc on exploite différents types d'équipements. Les premiers équipements qu'on exploite, ce sont des réseaux de chauffage urbain. Donc on en exploite 330 en France environ. On est le leader en nombre d'exploitations. Le leader en puissance, c'est Engie, donc qui est un de nos principaux concurrents. Engie ayant une particularité, c'est qu'ils exploitent la CPCU, qui est le réseau de chauffage urbain de Paris, qui est lui-même un espèce de truc énorme. Et c'est ce qui fait que en nombre, on en exploite plus qu'eux, mais par contre en taille, du fait de la CPCU, ils sont devant nous et ça se justifie complètement. On exploite également tous les systèmes énergétiques au sein d'établissements de santé, donc presque 5000 établissements de santé. Vous allez voir que dans nos métiers, on chauffe les gens. Donc là, on met la chaleur dans les cœurs, pour reprendre votre expression. Donc on chauffe les gens, notamment beaucoup dans l'habitat social ou dans les grosses copropriétés. Et ça, c'est 2 millions de logements qui sont quelque part chauffés par les équipiers de Dalkia. On est aussi très présent sur des sites industriels pour produire leur vapeur, pour entretenir leur système de traitement d'air, leur système de production d'air comprimé, leur fluide thermique. Donc là, c'est 2500 sites en France. Et puis, bien sûr, on intervient sur tout type de bâtiments. Et ça va, alors on dit tertiaires et commerciaux en France, donc ça va des bâtiments communaux de la ville de Montceau-les-Mines, par exemple, donc la petite école primaire de Montceau-les-Mines, et puis les 70 bâtiments communaux de Montceau-les-Mines.
à des bâtiments plus exceptionnels, comme par exemple le stade de l'Olympique lyonnais, où on a une vingtaine de personnes qui font l'exploitation de tous les systèmes du stade, sauf la pelouse. Parce que la pelouse, j'ai vu le salaire du gars qui faisait la pelouse, et je me suis dit que c'était décidément un métier très très risqué, donc on ne l'a pas pris. Donc on fait tout, sauf la pelouse. Voilà. Donc nos métiers, ils sont de deux types. C'est déjà consommer mieux. Donc le principe, c'est de décarboner les villes à travers l'utilisation de chaleur renouvelable. Encore une fois, une énergie renouvelable dont on parle peu. Et ça, on le fait avec des équipements, dont on verra un peu le détail tout à l'heure, qui sont les réseaux de chauffage urbain. Donc vous êtes tous des gens très très techniques ici, mais pour ceux qui, ne connaissent pas les chauffages urbains, parce que c'est pas non plus le truc le plus connu. Le chauffage urbain, c'est très très simple. C'est à l'échelle d'une ville ce que vous pouvez avoir dans votre pavillon. C'est-à-dire que chaque radiateur est un bâtiment qu'on interconnecte les uns aux autres à travers le réseau de chauffage, avec un tuyau départ et un tuyau retour. Et ça nous permet d'agglomérer les systèmes de chauffage de tous les bâtiments. Au pied de chaque immeuble, à la place d'une chaudière, vous avez ce qu'on appelle une sous-station. Et en agglomérant tous ces besoins, on arrive à du coup mettre en œuvre des systèmes de production de forte puissance et donc à utiliser des énergies qu'on ne pourrait pas utiliser à l'échelle d'un simple pavillon ou même d'une grosse copropriété. Donc les principaux réseaux de chauffage urbain en France ont été développés juste après la guerre, notamment dans les UP. Donc toutes les UP de France sont quasiment équipées de chauffage urbain. Et c'est un secteur d'activité qui vit depuis maintenant, on va dire depuis 2009-2010, un vrai boom, parce que c'est un vecteur reconnu par l'État, par les collectivités, qui sont les autorités délégantes, comme un vrai vecteur de décarbonation de la ville, parce qu'on peut, grâce à cette capacité d'agglomérer les besoins au sein de ce réseau de chauffage urbain, on peut utiliser des énergies renouvelables qu'on ne pourrait pas utiliser sinon. Ah, c'est bon. Qu'on ne pourrait pas utiliser sinon. Donc, quelle énergie renouvelable? La géothermie, typiquement sur le bassin parisien. Ça marche. La géothermie, typiquement sur le bassin parisien. Autre chaleur renouvelable, la biomasse. Les chaleurs de récupération, historiquement les usines de traitement et de valorisation des ordures ménagères. Donc toutes ces chaleurs, on arrive à les injecter à l'échelle d'une ville sur ces réseaux de chauffage urbain. Donc on en est, encore une fois, c'est l'idée étant de garantir pour le compte de nos clients la performance économique de ces systèmes, la performance écologique de ces systèmes. Et généralement, ce sont des contrats de concession de long terme qui nous permettent de construire pour le compte des collectivités, ces services publics à l'échelle de leur ville ou d'une agglomération. Donc ça, c'est notre premier métier, donc consommer mieux. Et puis le deuxième métier, c'est consommer moins. Consommer moins, alors on en entend de plus en plus parler, alors en plus en ce moment c'est vraiment un sujet d'hyper-actualité, hein. C'est comment réduire la consommation des bâtiments eux-mêmes, indépendamment de leur mode d'alimentation en énergie. Et donc ça, c'est notre deuxième métier historique, avec un poids important notamment des bailleurs sociaux qui sont des grands gestionnaires de parcs immobiliers. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va garantir sur une durée, 5, 8 ans, 9 ans, la consommation du système en fonction des degrés jour, en fonction en gros de la rigueur extérieure. Et on s'engage à travers des contrats qui s'appellent des contrats de performance énergétique à non seulement opérer, donc garantir une qualité de service, mais aussi à maintenir cette consommation le plus bas possible. Et si jamais on n'arrive pas à tenir notre pari, c'est-à-dire si jamais on consomme plus que prévu, eh bien c'est nous qui prenons la prune. Et inversement, si jamais on consomme moins que prévu, il y a un partage avec une clause d'intéressement. Donc ça fonctionne extrêmement bien et historiquement chez les bailleurs sociaux, chez les grandes copropriétés, les bâtiments communaux. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle vraiment des CPE complexes, et on va attaquer tout un parc de bâtiments. On va engager des travaux qu'on appelle des APE, des actions de performance énergétique, et on va garantir le résultat de ces APE pour les 9 ou 10 ou 12 prochaines années. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième gros métier de Dalkia, qui s'est déployé initialement dans le logement social et qui peu à peu s'est réparti dans le monde du tertiaire, de l'hospitalier, avec cette notion de 1. Continuité de service, 2. Qualité de service, et 3. Consommation d'énergie minimisée. Voilà, donc c'est ça les deux métiers de Dalkia, et pour ce faire, il faut qu'on innove constamment, avec notamment depuis 10 ans un poids du numérique qui est omniprésent, notre capacité à simuler, notre capacité à suivre
Le fait d'avoir... aujourd'hui, ça coûte plus rien de mettre une sonde dans une pièce, de la connecter à un réseau LoRa, par exemple, et d'avoir ce report de sonde. Donc c'est une information qu'on peut avoir en temps réel, quasiment. Donc du coup, le poids du numérique est devenu très très important, mais le poids de la technique et le savoir-faire humain est aussi critique. Hein. On a quand même majoritairement des hommes en bleu qui interviennent pour réparer, pour régler. Et donc c'est cette capacité d'innovation et d'associer l'humain à la techno qui fait qu'on est performant sur notre marché. Donc maintenant, si on va voir la chaleur fatale. Alors déjà, le terme fatal est pas terrible, mais c'est le terme français. Alors qu'est-ce que c'est que la chaleur fatale? Vous le savez tous de par votre histoire, c'est la chaleur qui est émise par un procédé et qu'on ne récupère pas. Le grand classique étant, vu qu'on a quand vous avez une production d'électricité, tout ce qui sort à la tour aéro, c'est de la chaleur fatale. Alors, est-elle récupérable, est-elle pas récupérable, c'est un autre enjeu, mais en tout cas, cette chaleur elle est aujourd'hui inutilisée, donc elle est très très intéressante pour nous dans l'idée de décarboner, parce que si on récupère cette chaleur au lieu de consommer du gaz, on va émettre d'autant moins de carbone. Donc les enjeux, c'est de faire des économies d'énergie en récupérant cette énergie fatale, de diminuer les achats extérieurs ou de gagner de gagner en termes d'indépendance énergétique, et puis de réduire les émissions de CO2 en substituant quelque part une énergie fossile par la valorisation de cette énergie fatale. Alors les gisements de chaleur fatale en France, ils sont importants, hein. C'est 100 TWh, donc c'est assez significatif quand même. 50% dans l'agro et dans la chimie, assez logique, parce que l'agroalimentaire, on fait bouillir des trucs, donc c'est normal qu'il y ait de la chaleur récupérée, et la chimie, ça reste aussi un process quelque part de bouilleur, donc on a de la chaleur fatale à récupérer. 70% venant de sites en 3-8 sans arrêt. Donc ça, c'est très très intéressant aussi, parce que ça veut dire que cette chaleur elle va être disponible de façon relativement continue. Concentrée dans les 3 grandes régions en fait, industrielles de France, hein, donc Grand Est, Hauts-de-France et Aura. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par l'ADEME. Il y a aussi les usines d'incinération d'ordures. Toutes ne sont pas aujourd'hui en valorisation énergétique totale. Toutes les usines aujourd'hui d'incinération d'ordures produisent de l'électricité, mais une partie d'entre elles, on va dire, condensent à la tour aéro et il n'y a pas de système de soutirage ou de valorisation finale de la thermique disponible. Donc c'est 4,4 TWh. Des data centers, donc ça c'est quelque chose qui grossit, 3,6 TWh. Un data center, ça chauffe et donc on a de la chaleur à récupérer. Et puis les stations d'épuration, 0,4 TWh. Ça peut paraître plus anecdotique, mais pas tellement, parce qu'on se dit, après tout, c'est au cœur de la ville, donc vous voyez que nous, on raisonne toujours à l'échelle d'une agglomération, à l'échelle d'une ville, donc on se dit qu'il y a sans doute quelque chose à faire. Alors maintenant que je vous ai... Dites-moi. J'ai pas entendu de votre part, en gisement de chaleur, disons la chaleur qu'on pourrait exploiter avec des pompes à chaleur. Parce que je disais quand même s'il y a un gros manque quelque part. Vous verrez, on va faire un panorama. Là, j'ai commencé par la chaleur fatale pour pouvoir introduire les réseaux. On va revenir sur un panorama chaleur assez rapidement. Voilà, d'ailleurs, on y est. Donc, une fois qu'on sait qu'il y a cette histoire de chaleur fatale, on peut se dire, mais c'est quoi la chaleur en France? La chaleur en France, c'est le premier poste de consommation énergétique. Donc ça, c'est quand même une donnée assez fondamentale, qui n'est pas connue de tous. Ça représente 741 TWh en 2016. Donc c'est quand même très significatif, hein. C'est 50% de la consommation finale d'énergie, c'est pour faire de la chaleur industrielle, la chaleur tertiaire. Donc on voit ici les modes de production de cette chaleur. Je vais essayer de trouver la petite flèche qui va bien. Donc 5% charbon, il y en a encore, et on va voir que c'est principalement, quasiment uniquement dans l'industrie. 16% de produits pétroliers, 18% d'électricité, la spécificité française, 21% d'énergie renouvelable et de récupération, on va rentrer dans le détail de ces 150 TWh tout de suite, et 40% de gaz. 21% de cette énergie, elle est renouvelable, c'est principalement de la biomasse, des pompes à chaleur, de la géothermie et du biogaz.
Et 65% de cette énergie, c'est en fait le secteur résidentiel et tertiaire, donc c'est le chauffage, au sens très large du terme, 30% l'industrie et 5% l'agriculture. Donc on se rend compte que être capable de décarboner ces 741 TWh, c'est un enjeu tout à fait critique pour le pays. Alors si on rentre dans le détail des 150 TWh déjà décarbonés, qui sont déjà verts, déjà on se rend compte qu'il y a un poids très très important du résidentiel, le résidentiel individuel. Parce qu'en France, on a une tradition, c'est la biomasse, c'est le bois bûche, et on voit que 72 TWh des 150 TWh, c'est du bois dit domestique. Donc ça aussi, c'est une autre spécificité française. Le bois domestique pèse lourd dans notre capacité à décarboner le chauffage individuel. Ensuite, derrière, et là on a l'histoire de notre parc qui nous porte, 15 TWh de pack individuel et 4 TWh de géothermie individuelle. Bon, on est pack air ou pack eau, enfin c'est vraiment le seul différentiel. Donc on voit que le résidentiel individuel pèse lourd dans l'équation de ce qui est décarboné. Inversement, l'industrie ne représente que 20 TWh de cette énergie verte, les réseaux de chauffage urbain 13 et le résidentiel collectif 18 TWh. Donc on se dit qu'il y a quand même une histoire en France avec le bois domestique, une histoire réelle avec la PAC individuelle, et ensuite les réseaux de chauffage urbain commencent à tirer un peu leur épingle du jeu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que là, j'ai pris la LTE-CV, donc la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Il y a un potentiel, des solutions existent, elles sont tout à fait compatibles d'un point de vue économique, tout à fait rentables, mais pourtant, on est en retard systématiquement sur la loi de transition énergétique. Là, les objectifs qui sont indiqués, les barres bleues, c'est pour l'électricité, la chaleur et le transport à chaque fois. Les barres bleues, c'est le réalisé 2018. Le rouge, c'est la trajectoire de la LTE-CV qui était de 2015, de souvenir, signée en 2015. Et le vert, c'est la trajectoire dite à 2020. Donc on voit qu'on est systématiquement en retard. On est en retrait par rapport à cette ambition. Alors comment décarboner du coup à grande échelle? Je pense qu'il y a 3 grandes solutions qui ressortent pour la partie chaleur résidentielle. Le bois domestique, avec la nécessité d'un gain de performance. Et là, on est au cœur des sujets autour des labellisations des foyers domestiques. La PAC, j'ai mis une solution à la française, c'est plus de 20% de croissance par an. Pour l'instant limité aux maisons individuelles et aux programmes neufs, parce qu'il y a un vrai enjeu technologique autour des packs collectives, autour des packs pour les bâtiments existants en collectif, un sujet qui nous, en tant que Dalkia, nous passionne, parce que lorsqu'on a des petits collectifs, on va dire, répartis sur le territoire, aujourd'hui au fioul domestique, on aimerait avoir des systèmes de packs collectifs qui nous permettent de chauffer ces bâtiments, de design en général 70-80, donc avec des niveaux de température dans les radiateurs assez élevés. On aimerait pouvoir le faire avec des packs collectifs, et c'est ce qui permettra, je pense, d'aller bien au-delà des 20% par an. Et puis enfin, le réseau de chauffage urbain avec la récupération de l'énergie fatale ou la biomasse industrielle principalement. Alors un réseau de chaleur, je vous ai expliqué ce que c'était, et maintenant regardons un peu ce qui se passe dans le monde des réseaux de chaleur. Déjà, il y a une étude de l'ADEME qui a identifié de façon extrêmement précise par une méthode numérique, donc vraiment une méthode extrêmement détaillée, c'est pas des best guess, c'est vraiment une méthode analytique. Elle a identifié un potentiel de 100 TWh pour les réseaux de chaleur, sachant que les réseaux de chaleur aujourd'hui, ils pèsent 25 TWh. Donc, le rythme de développement actuel est de quelques pourcents, 5 à peu près pourcents par an. Et on se dit que pour être capable de tenir, on voit qu'il y a un fort verdissement, on va le voir juste après, mais pour être capable de tenir les objectifs de la PPE ou de la LTE-CD, il faut qu'on double la vitesse d'accroissement et de verdissement des réseaux de chauffage urbain. La France est plutôt en retard par rapport aux pays du Nord sur cette thématique.
Ça, c'est un slide assez connu. Et pourtant, on a un habitat assez vertical, on a un habitat assez dense, donc qui est plutôt favorable à ce type d'utilisation. Mais la dynamique, elle est quand même lancée. J'ai mis quelques chiffres à travers les camemberts. Alors, la courbe, le camembert ici, c'est la part de biomasse, la part d'UVE, la part de géothermie, la part des énergies au sein des réseaux de chauffage urbain en 2018. On est à 57% en 2018. En 2005, on était inférieur à 25%. Donc ça veut dire que le verdissement des réseaux de chauffage urbain, qui sont eux-mêmes en légère croissance, il est vraiment en marche. On voit ici, sur ce graphe, le contenu CO2. On est passé de 200 kg par kWh thermique à 100 kg par kWh thermique sur la même période, en 10 ans. Donc c'est quand même extrêmement impressionnant. Ici, c'est le nombre de bâtiments raccordés et le kilométrage de réseau. Donc on voit que c'est en croissance très importante. Et inversement, on a vu tout à l'heure que la courbe du haut, c'est-à-dire la partie ici qui est la consommation de chaleur livrée, donc 25 TWh aujourd'hui, en 2018, elle est relativement stable. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette croissance des réseaux de chaleur, elle est contrebalancée par l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments au sens large du terme. Voilà. Donc on voit que la dynamique est lancée, c'est-à-dire ça se verdit, ça se décarbone, et on connecte de plus en plus de bâtiments. Le contexte est de toute façon globalement favorable. Alors j'ai pas mis ce slide, mais il faut savoir que le soutien pour faire des réseaux de chauffage urbain décarbonés en France, on a besoin de subventions. Pourquoi? Parce que ce sont des outils extrêmement capexivores, ce sont des investissements très lourds, qui sont subventionnés par l'ADEME à travers un fonds qui s'appelle le Fonds Chaleur. Le Fonds Chaleur a été confirmé au cours des années. Il s'est énormément simplifié depuis les toutes premières chaufferies biomasse qu'on a pu faire dans les années 2000 quant à sa mise en œuvre, ce qui fait que c'est un outil qui marche extrêmement bien. Et c'est 350 millions d'euros qui ont été encore validés pour le Fonds Chaleur. Il faut savoir que il y a un graphe de Bercy que j'aurais dû vous mettre, mais j'ai oublié de vous mettre, un graphe de Bercy qui montre que les millions d'euros investis par l'État pour décarboner la chaleur à travers le Fonds Chaleur, donc à travers les réseaux de chauffage urbain, sont les plus efficaces. C'est-à-dire qu'en fait, le million d'euros investis par le Fonds Chaleur ramené aux tonnes de CO2 évitées, c'est le plus efficace de tous les moyens de subvention français pour décarboner une énergie. Et il y a un très beau graphe que je pourrais vous faire envoyer si vous voulez là-dessus. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs l'ADEME continue, c'est-à-dire que ce 350 millions, c'est une somme énorme. Avant c'était 150 millions, on était sur des... L'ADEME ne cesse de faire croître l'enveloppe Fonds Chaleur pour les réseaux. Par ailleurs, il y a des mécanismes, certificats d'économie d'énergie notamment, qui permettent de mieux valoriser aussi les actions sur les réseaux de chauffage urbain. Et puis, il y a une loi pour le classement des réseaux de chauffage urbain qui a été nommée, qui va elle aussi apporter un soutien au réseau. Il y a un appétit des collectivités pour ce type de système, parce qu'elles y voient un moyen très très concret pour aller décarboner leur territoire. Et il y a un vrai potentiel sur les réseaux de chaleur et la chaleur fatale industrielle. Alors j'ai mis en rouge quelque chose qui avant était côté frein plus qu'opportunité, c'était le prix des énergies fossiles. Il faut savoir que le gaz, il se baladait entre 18 et 23 euros du PEG depuis des années. Et donc ça, c'est un prix qui est quand même historiquement bas. Si on se rappelle, juste avant la crise des subprimes, le baril de pétrole était à 150 $. Et là, il s'est baladé à quelques dizaines de dollars pendant des années. Donc jusqu'à présent, c'était un vrai frein pour le développement des réseaux de chauffage urbain, parce que pour être aussi compétitif que le gaz, il fallait vraiment se battre et avoir un système très très optimisé. Avec ce qui se passe aujourd'hui sur le marché gazier, ce frein est devenu une vraie opportunité. Et pour vous donner un exemple très très concret, à Lyon, on exploite un très gros projet de réseau de chauffage urbain, 300 millions d'euros d'investissement. On va créer le premier réseau vert de France qui va faire 1 TWh à thème, donc vraiment un très très bel équipement. On raccorde en moyenne entre 60 et 80 bâtiments depuis 2017 sur ce réseau de chauffage urbain. Depuis novembre de l'année dernière, et le gaz qui est passé à 85 €, si vous vous rappelez, on reçoit 10 appels par semaine. C'est-à-dire que
Avant ça, c'est nous qui allions chasser et faire du porte-à-porte pour convaincre les gens d'aller se raccorder. Maintenant, on reçoit 10 demandes par semaine de raccordement. Et en fait, notre limite pour développer le réseau de chaleur de Lyon, pour prendre cet exemple très très concret, c'est notre capacité à mobiliser des énergies renouvelables pour les alimenter. Parce que c'est bien beau de raccorder, mais il faut mobiliser les énergies renouvelables. Donc, ce qui était jusqu'à présent un frein est devenu maintenant un accélérateur assez incroyable. Un contexte, par contre, avec des contraintes, capacité à développer ces infrastructures, parce que les réseaux de chauffage en main, c'est quand même des trous dans les rues. Donc, c'est des infrastructures assez lourdes à développer. Capacité à mettre en œuvre sur des petites collectivités, moins de 5000 habitants, moins de 10 000 habitants, parce que comment on arrive à mobiliser l'ingénierie dans des petites collectivités. Et puis, il y a quand même un débat aujourd'hui sur le sourcing biomasse, parce que le sourcing biomasse est une énergie renouvelable absolument indispensable au développement des réseaux de chaleur verts en France. Et il y a vraiment un débat sur comment on fait de ce sourcing biomasse quelque chose de définitivement positif pour le territoire français et pas quelque chose qui vient concurrencer le bois d'œuvre et l'industrie. Alors si maintenant on rebascule sur la partie plus chaleur industrielle, donc la chaleur industrielle, elle pèse 270 TWh sur les 700 un peu qu'on a vu tout à l'heure, et elle est très fortement carbonée. Quand on regarde, la part des ENR, c'est 6 à 7%, donc c'est vraiment assez négligeable. L'histoire, c'est une histoire gazière, c'est une histoire de charbon. L'électricité pèse 29%, alors quand je dis carbonée, l'électricité française étant décarbonée, on pourrait mettre les 29% quelque part dans la part relativement décarbonée de la chaleur industrielle française, mais néanmoins on se rend compte qu'il y a quand même un potentiel entre les 32%, le 16% de charbon, le 13% de produits pétroliers et le 4% de chaleur achetée assez significatif. Alors pourquoi je vous présente ce slide? C'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 118 TWh de chaleur fatale non exploitée, notamment dans les industries agroalimentaires et chimiques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et 16 TWh de cette chaleur est à plus de 60 degrés. Et ça c'est important, vous allez le voir par la suite, parce que pour qu'une chaleur soit valorisable sur un réseau de chaleur, il ne faut pas qu'elle sorte de la tour aéro à 19. Aussi appelée la poubelle énergétique. Donc si on regarde, j'ai appelé ça une rencontre du troisième type. La rencontre du troisième type, c'est quoi? Il y a une chaleur, une dynamique de croissance sur les réseaux de chaleur décarbonés qui est très importante, 4 à 6%. Volonté des collectivités, on en a parlé. Des schémas de subvention. C'est identifié comme un levier de lutte contre la précarité énergétique. Le réseau de chaleur de Dijon, qui est un réseau de chaleur qui fait à peu près 290 gigawattheures, un beau réseau de chaleur. Il a permis à l'État d'économiser sur la première vague du bouclier tarifaire 2 millions d'euros. Parce qu'il est majoritairement issu d'UVE et de biomasse. Donc c'est du gaz en moins, donc c'était du bouclier tarifaire en moins. Donc il y a un sujet très positif. UVE, unité de valorisation d'ordures ménagères, enfin UTVE, UIOM, tout ça c'est la même chose, c'est les usines d'incinération d'ordures. Voilà. Une énergie de récupération sur process disponible de 16 TWh. 16 TWh, ça serait 60% des besoins ENR et R pour atteindre la cible 2030. Donc on peut se dire, impeccable. Un des freins, c'est de trouver l'ENR, et cette ENR n'existe. Elle permet aux industriels de se décarboner. Vous verrez tout à l'heure le témoignage d'un de ces industriels, et vous verrez qu'une de ses volontés, c'était de se décarboner. Et puis c'est une façon de lever le frein. Oh, pardon. Excusez-moi. Moi, je vais le poser, comme ça sera plus. Et ça lève ce fameux frein des disponibilités ENR. Et pourtant, si on regarde, sur les 330 réseaux exploités par Dalkia, il n'y en a que 4 qui bénéficient de chaleur de récupération. Dunkerque, historique, 1981, la Syrie. Charleville-Mézières, il a mis en service il y a 3 ans, adossé à une fonderie de PSA. Ugine, donc dans les Savoies, adossé à Ugitech. Et Issoire, qu'on va mettre en service, et vous verrez le témoignage tout à l'heure du patron de l'usine Constellium, adossé à une fonderie d'aluminium. Et quand on regarde toujours à l'échelle de Dalkia, il y a peu de projets
qui voient le jour ou qui sont dans le pipe des projets. Donc c'est un paradoxe, c'est pour ça que j'y rentre. Troisième type, une grosse dynamique sur les réseaux de chaleur. Le principal frein, c'est de trouver des ENR. Il y a plein d'ENR